Alright, alors on va commencer. US. Bon, comme d'hab, on va commencer à zoomer et dézoomer. Bon, j'ai envie de dire, en weekly, bon, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé malgré effectivement la volatilité très forte qu'on a ressentie dans ces derniers jours, semaines, surtout sur les cryptos, c'est sûr. Mais aux US, pour le coup, pas grand-chose. La dernière fois qu'on a fait le live, c'était autour du 15, donc c'était au bottom, ou c'était sur cette grosse candle. Je ne me rappelle plus exactement. Mais on partait justement sur un peu une dynamique de range. À savoir que on va ranger. La question c'était à savoir où était le range. Pour l'instant, on est en train de le mettre au-dessus des ATH, du coup vraiment au niveau des 5006, qui n'a même pas encore été retapé. Mais voilà, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour moi, je reste dans l'optique d'un S&P 500 qui va ranger pour ce début d'année. Parce qu'il y a plein de questions qui vont commencer à arriver. Que ce soit la dette américaine, on arrive à la limite de la dette américaine où en fait à chaque fois ils doivent refaire des votes. Sinon en fait le gouvernement s'arrête si on n'est pas capable de voter un budget. Ou c'est pas voter un budget il me semble, c'est en tout cas lever le plafond de la dette. Euh, Surtout aussi, forcément, on a pas mal d'événements macroéconomiques qui fait que le dollar est extrêmement fort, le dollar et les taux. Malgré, on a quand même une belle weekly. Donc potentiellement, c'est vrai qu'on va reparler vite fait, hein, le côté tarif qu'on a eu, qui a fait bondir le dollar et bondir les yields. Là, on est en train de le wash out. Néanmoins, je ne crierai pas victoire trop rapidement. Pour moi, les taux restent encore beaucoup trop hauts. Euh, Forcément, avec un dollar aussi haut. Ce qui fait que ça va pour moi mettre un plafond de verre sur les US pour le moment. Donc on aura de la volatilité, ça c'est clair, on en a eu. Donc on va parler après des différents tarifs qu'on a eu qui ont extrêmement euh, impacté très fortement, que ce soit les stocks de tous les pays d'ailleurs, et les cryptos après. Mais en néanmoins, je reste sur ce plan-là, des US qui stagnent un peu. Potentiellement, par contre, on aura des économies qui rattrapent un peu, hein. Qu'on n'aime pas, le CAC 40 est quand même dans une forme monstrueuse, enfin monstrueuse, toute chose égale par ailleurs, hein. Mais le CAC 40, et ce que j'avais dit en début d'année, chose que je ne. Que les gens, je sais plus, c'était opinion que les gens n'ont pas forcément, que le CAC 40 va surperformer le S&P 500. Bon, j'ai dit pendant 2025, je sais pas pendant tout 2025. Mais en tout cas, si typiquement on le met euh, 1er janvier, tout comme ça, 30 décembre, hop, on est sur un CAC 40 voilà, qui fait 7,5, là où un S&P fait 2. Euh, Forcément, on n'a pas le même niveau de valorisation. Le CAC 40 est très peu valorisé, que ce soit par rapport à son homologue allemand, le DAX, ou que ce soit encore moins forcément. Je crois qu'il est près peut-être pas du double, mais les US sont quoi d'ailleurs en ce moment? Parce qu'à chaque fois on regarde un peu en termes de PE, on est autour des 23 de PE, donc de earning versus. Ah non, mince, si c'est ça? Ah, c'est des forward. Ouais, ça, c'est 23 en termes de forward. Donc forcément, on se rappelle à chaque fois, hein, qu'on est toujours la question de est-ce qu'on est comme en 2000 en termes de valorisation complètement débile? On n'y est pas encore. Maintenant, le forward, ça prend en compte l'espérance de gain, enfin l'espérance de croissance des earnings futurs, sachant qu'en ce moment, on a une espérance extrêmement forte, ce qui fait que le x23 est extrêmement haut. Donc ça donne aussi un peu cette vision-là. Mais voilà, on a quand même un CAC 40, malgré effectivement le flux de nouvelles qui pourrait sembler extrêmement mauvaise. On a quand même un gros rebond du CAC 40. Pourquoi? C'est pas parce que la France va extrêmement bien. Je pense qu'on le savait à chaque fois, vous le savez encore. Vous ne savez pas, toujours pas le chat intégré. Tant pis, c'est pratique pour voir le stream, il a quand même temps. Oui, c'est clair qu'il faut que je le fasse. C'est vrai que j'ai repoussé la décision de mettre le chat intégré. Je le ferai. Promis, je vais regarder ça ce week-end.
Mais pour le rebond du CAC 40, du coup, oui, il est complètement pas drivé parce que l'économie française va extrêmement bien, malheureusement. Il est drivé parce que la Chine se relève, donc ça aussi on en reparlera après. Mais forcément, ça fait bondir les cotations du luxe, donc les Hermès, les LVMH qui ont des gros poids dans l'indice. Et forcément, bah, le CAC 40, le marché français est un marché de luxe, d'exportation, surtout vers les pays, les pays comme toute l'Asie. Donc forcément, le rebond de l'Asie, on en reparlera après, a fait aussi plaisir au CAC 40, qui est un indice qui a été vraiment, qui a très peu performé hein, depuis 2020. On a fait 20%, 20-25%, depuis 30%, voilà, depuis les plus hauts. Je pense qu'on va regarder par rapport à SPX, mais ça va faire mal. Hein. Depuis SPX, on est à plus de 80%. Donc voilà. Euh, donc voilà, range pour moi sur les US qui va se maintenir. On est plutôt sur celle-ci. Pas mal de choses peuvent arriver. En fait, c'est tellement maintenant. Le problème, c'est forcément c'est le mélange de Trump au pouvoir. On savait que ça allait être volatile avec ses impulsions, ses bluffs. Je pensais pas, enfin personne, je pense imaginer que ça allait être à ce niveau-là, parce que pour discuter de ce qui s'est passé les quelques jours, Trump, du coup, je crois que c'était, je sais pas si c'était le 24 ou non, il me semble que c'était 31, ou enfin voilà, il y a quelques jours, les menaces de tarifs, donc faire payer 25% le Canada, 25% le Mexique, l'Europe qui va y passer, la Chine aussi avec, forcément, ça a un impact assez fort sur l'économie, que ce soit les économies américaines, l'économie canadienne, et enfin forcément tous ceux qui sont impactés par le tarif. Parce que là où, par exemple, typiquement, un exemple, là, Apple qui crée l'essentiellement, enfin, l'intégralité de ses iPhones, je ne sais pas, en Asie, les rapatrie aux États-Unis, ils devront payer des tarifs sur les iPhones. Donc forcément, un coût des iPhones qui revient plus cher, que ce soit au consommateur, ou la boîte, si elle ne fait pas, on va dire, si elle ne transmet pas ce surcoût en plus dans le consommateur, ça veut dire que c'est des marges en moins. Donc Apple est un exemple, il y en a plein d'autres. Donc forcément, on peut imaginer que c'est mauvais pour les marchés financiers, mais c'est très fort pour renforcer le dollar. Parce que ça force les gens à acheter encore plus de dollars, ce qui fait que les taux d'intérêt ont monté. Euh, les taux d'intérêt, le 20 ans n'a absolument pas monté, même pas les courts termes. Ah non, autant pour moi, parce qu'effectivement, il y a un impact. C'est quand tu fais du tarif, vu que tu relocalises les coûts, enfin pas relocaliser les coûts, vu que les consommateurs seront impactés parce qu'ils vont devoir payer plus cher les tarifs, ce qui est une mesure inflationniste. Donc qui dit mesure inflationniste, dit forcément les taux d'intérêt qui montent. Alors pourquoi ils chutent? Ok, never mind, la rhétorique est mauvaise. Même les taux courts. Ok, en fait, les taux n'ont vraiment pas bougé pendant cette déclaration-là. C'était quoi? C'était le 31. Tac. Il y a eu un sursaut, mais de là à dire qu'ils ont vraiment explosé, non. Pour le coup, le dollar était extrêmement volatile, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu un impact direct sur les taux. Donc on va garder avec la rhétorique du dollar, qui forcément ça renforce le dollar, qui forcément renforce le dollar, impacte aussi le marché, hein, parce que plus le dollar monte, plus ça fait mal, on va dire, pour les sociétés américaines qui importent, pardon. Parce que forcément, je sais pas, un exemple tout à l'heure, c'était je regardais les résultats de Uber. Uber ont déçu légèrement en termes de revenus de sales. Pourquoi? Parce qu'en fait, une grosse partie, on a peut-être 40-45% de son chiffre d'affaires qui se fait hors États-Unis. Donc, je sais pas, en euros, en INR, donc la monnaie indienne, je sais pas, en n'importe quelle monnaie hors américaine. Quand elle est obligée, du coup, il rapatrie forcément toutes ces ventes-là aux US en dollars. Donc forcément, si le dollar est très fort, ça leur rajoute des surcoûts. Donc en fait, ce genre d'entreprises ont
à la fin des ventes moins bonnes, donc des marges moins bonnes. Donc ça a un vrai impact, le fait de justement avoir un dollar extrêmement fort. C'est bien dans une certaine mesure sur certains points, mais c'est mauvais forcément pour les exportations. C'est très bien pour les importations parce que ça coûte pas cher d'acheter ailleurs vu que ta monnaie est extrêmement forte. Par contre, à l'opposé, ça coûte extrêmement cher de rapatrier forcément les gains que tu fais dans une monnaie vers ta monnaie principale, quoi. Euh, donc voilà pour cette question-là, enfin, pour ce fait-là. Du coup, c'est extrêmement dur. Et voilà, donc Trump impose des tarifs, à peine même pas une journée fait, il les retire, enfin il met un mois de délai sur ces tarifs-là, euh, à, à l'échange de que le Mexique et le Canada bah, font ce qu'il a demandé, donc faire gaffe au niveau des frontières, employer plus d'argent, employer plus de main-d'œuvre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de migration illégale aux États-Unis. Je pense que vous l'avez tous vu, parce il est vraiment dans cette dynamique, et c'est ce qu'il avait dit dans son mandat, hein, donc c'est même pas surprenant. Mais du coup, il utilise en fait ces armes, hein, les armes économiques, des guerres économiques, pour avoir ce qu'il veut. Mais c'est plus des bluffs qu'autre chose, parce qu'on le voit, hein, dès qu'il fait ça, hop, les pays commencent à flipper, ils se disent ouais, c'est un bluff, ils forcent un tout petit peu, et pouf, les pays direct, ils font ok, ok, dis-nous ce que tu veux, on fera tout pour satisfaire et que tu retires les tarifs, parce que c'est invivable pour les différentes économies. Et la réalité, c'est que c'est pas forcément vivable aussi pour les US à long terme. Mais c'est très bien que là où les US souffriront un peu, les autres pays, ce sera peut-être pas l'Armageddon, mais ce sera extrêmement dur pour eux. Donc voilà, il voulait le faire aussi en Europe. Peut-être qu'il va maintenir en Europe jusqu'à ce que l'Europe cède et que l'Europe achète plus de gaz aux États-Unis. Donc ça, ce sera aussi extrêmement intéressant à voir. Mais voilà, donc forcément, de toute façon, on ne sera pas déçu, hein. Volatilité extrêmement forte sous le mandat de Trump. Est-ce qu'on peut retourner? Pour moi, il y a moyen qu'on retourne assez rapidement sur ces niveaux-là. 5016. C'est vrai que j'aime bien qu'historiquement, racheter les moins 20%. Enfin, au moins les moins 10. On va dire que tous les 2-3 ans, on fait moins 10. Bon, là, on avait fait, clairement, on a fait beaucoup. Là, on a fait moins 35, je crois, il me semble. On avait fait moins 30. J'aime bien racheter des pullbacks de moins 10, moins 20. Malheureusement, maintenant, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu justement de pullback, hein, parce que forcément les chiffres montrent que c'est très bon, donc il n'y a pas de raison à part entière, à moins d'un catalyseur, pour faire un pullback. Mais je me retrouve forcément, on tend extrêmement fortement le fil. Après, on peut très bien faire comme en 2021, à savoir à ne faire des pullbacks que de 5-6% ad vitam aeternam, jusqu'à ce qu'effectivement ça craque et qu'on fasse moins 30 à cause surtout de la hausse de taux, quoi, et de la guerre en Ukraine. Mais voilà, donc forcément c'est la crue que soit ça monte soit ça baisse. La réalité c'est que c'est ça, hein. J'ai pas de boule de cristal. Forcément je préfère racheter qu'après à moins 10. Euh, Maintenant si on passe toute l'année à range, ça me va aussi très bien de repayer à ce moment-là. Donc à voir. Donc pour moi, je ne serais pas surpris justement qu'on ait un pullback de 10-15% dans les prochaines semaines, parce qu'il faut aussi savoir respirer, hein. Je veux dire, les US peuvent devenir débiles, mais néanmoins, ça ne veut pas dire que je suis là à attendre avec mon cash, avec 50% de mon cash, hein. Mais ça peut avoir des impacts aussi fortement si on se dit que les US ils font moins 10, moins 15, alors même que ça se passe très bien. On voit bien les cryptos où ça se passe pas forcément très bien. On peut imaginer les dégâts que ça peut faire sur justement sur cette classe d'actifs. Alors je lis vite fait ta question. Que penses-tu de la sortie de l'IA DeepSeek et son coût? On en reparlera. C'est sûr que ça, ce sera extrêmement intéressant. En vrai, je vais en parler maintenant assez rapidement, je pense en 1 ou 2 minutes. DeepSeek a inventé beaucoup de choses. Ils mentent aussi énormément forcément sur les coûts. Ils ont optimisé très fortement justement leur capacité d'être efficace. Maintenant, ils ont menti clairement sur
les coûts et l'hardware qu'ils avaient pour justement générer des résultats pareils, hein. Ils avaient accès au dernier GPU de Nvidia. Typiquement, en fait, même les gens ont commencé à creuser quand tu regardais les ventes on peut regarder vite fait, hein, mais quand tu regardes les ventes de Nvidia, après c'est de la spéculation. Mais clairement, les résultats, peu à peu, Pourquoi il me le met... what? Pourquoi il a bugué comme ça? Euh, je suis bien, là. Typiquement, quand on regarde sur tous les pays, euh, ils mettent pas là-dedans. Typiquement, il y a Singapour dans les other countries. Et en fait, on voit, hein, les other countries ont complètement doublé en termes entre 2023 et 2024. Euh, et il y a énormément de doutes. Et normalement, on peut le voir. Je sais pas pourquoi. Je pourrais creuser après, mais normalement. Il y a quelque part qui, justement. Alors, je peux faire un CTRL F. Dire que... Ah non, il n'y a pas de. Faudrait que je creuse. Mais les gens ont creusé, apparemment Singapour, la demande avait explosé, donc il y a pas mal de gens, il y a pas mal de spéculations qu'en fait la Chine est passée par Singapour pour acheter énormément justement des H100, donc les derniers GPU de Nvidia. Euh, donc c'est intéressant, ça quand même. Après c'est toujours pareil, hein, ils ont volé la propriété de OpenAI pour faire leur premier truc, pour faire leur base. Comme OpenAI a volé tout le contenu sur Internet. Je veux dire, on est dans la guerre de l'IA, donc en fait les règles on s'en fout. Donc il reste quand même, ça fait énormément de découvertes. OpenIA va du coup implémenter ces découvertes-là qu'ils ont du coup backdoor sur la DeepSeek. Donc ça va être une guerre, je veux dire, on rentre dans la guerre numérique, dans la guerre de l'IA, hein. Je pense que les LLM c'est qu'un, on va dire, un iceberg visible. Euh, il y aura énormément de choses qui vont se mettre aussi à se déployer derrière parce que la LLM c'est super bien, hein, je l'utilise tous les jours, maintenant c'est révolutionnaire. Mais je pense qu'il y a des niveaux encore après, donc les agents IA, donc des mecs, enfin des mecs, des IA qui vous aident complètement dans votre façon de faire votre travail. Donc on y viendra plus tard, mais le futur, on va dire, sur la capacité d'augmenter la production sera phénoménal, ce qui me rend bullish, hein, sur les marchés en général et sur les US, hein, forcément, aux capacités d'augmenter la productivité de tout le monde à moindre coût de tout le pays, de tout le monde entier, forcément, ça fait quand même assez rêver les marchés financiers, hein. Mais je pense typiquement DeepSeek ne sera jamais utilisé par des entités américaines ou européennes. Parce que la réalité, c'est que même si la Chine révolutionne l'IA avec, je sais pas, avec un LLM, aucune entreprise voudra que ses employés utilisent DeepSeek. Parce que DeepSeek va récupérer les données des employés. En fait, et jamais les États-Unis et les entreprises américaines laisseront faire. Donc ce sera pour moi quand même qu'une certaine clientèle spécifique, donc la Chine indirectement. Maintenant, ça a été quand même les gens ont surkiffé sur l'Apple Store. Donc on voit quand même qu'en fait il y a moins de dérangements du côté vie privée, on va dire limite, et information pour les gens, même si ça sort de la Chine, d'utiliser sur leur portable. Donc ça c'est marrant en termes de justement, ça montre qu'en fait là où les US sont extrêmement, et à raison, hein, extrêmement, comment dire, ils agissent avec une extrême méfiance, forcément. Les utilisateurs, pas du tout, hein. C'est marrant, quoi. B2B, sûrement, ouais, B2C, ouais, ce sera autre chose. Alright, je pense qu'on passe. Bon, je peux faire vite fait la Chine. On va faire vite fait la Chine. Je fais vite fait la Chine. Euh, je sais même pas. Parce que là, ah oui. Donc la Chine a pas mal rebondi. Enfin, pas mal rebondi. On n'est pas encore, on va dire, sur des all-time high. Mais nous, en gestion de nos positions, c'est extrêmement bien, hein. En soi, on avait fait des achats depuis un moment. Je sais plus si j'ai acheté. Avec des achats qui ont été faits dans le range entre 27 et 22. Des TP qui ont été faits à 38. Je généralise, hein, mais en gros, mon action représente un peu ça, hein. Donc achat, achat, vente. J'ai racheté la dernière fois, du coup, en novembre.
en tout cas sur JD, donc qui est ma plus grosse position au niveau chinois. Donc pour l'instant, ça déroule. Maintenant, il faut forcément les indicateurs économiques de Chine soient bons. Ça, forcément, on est toujours en stand-by. Maintenant, quand elle se réveillera, ce sera violent parce qu'effectivement, le niveau de valorisation de la Chine est extrêmement faible. Donc, donc c'est assez excitant, je pense, en termes de prospects à regarder. Et puis on est bien, enfin, je veux dire, on a totalement sécurisé les choses. Les achats, ça a été fait au bottom, donc les SL sont simples à faire. Il n'y a plus de pertes, il y a juste à dérouler. Donc voilà un peu du côté de la Chine. Voilà. Next, crypto. Je pense que pas mal de gens veulent parler crypto. On va parler crypto. Comme d'hab, je préfère toujours aller sur un peu le weekly pour un peu dézoomer. Après, je sais que le total, c'est pas extrêmement parce qu'il y a les stablecoins dedans. Donc je suis pas un puriste qui va aller delete. Je sais même pas, on peut regarder. Je sais même pas comment on fait. C'est quoi? C'est USDC? USDT? Hum, hum, hum. Tout. Donc moi, c'est un niveau que je regardais. Forcément, les retests ATH. J'ai jamais été fan des retests ATH parce que pour moi, une concasse d'ATH, c'est assez fort. Après, on y allait vraiment franco à l'aller. Donc on a quand même laissé des gros espaces d'air. Maintenant, à l'heure actuelle, on reteste le niveau. Donc on a retesté violemment les niveaux. Après, on va les décortiquer, les différentes cryptos, hein. Mais je pense que vous avez été sacrément secoué. Moi, le premier, malgré mon exposition assez forte sur BTC. C'est jamais cool d'avoir la proportion, en fait, les alts à côté qui ne performent pas, hein. Je pense qu'on peut se retrouver nombreux sur ce sujet-là. C'est très chiant, donc on parlera un peu peut-être en détail justement des plans sur les différents assets, hein, et pourrait même échanger aussi sur le fait de me poser des questions sur les vôtres, même si malheureusement j'aurais pas forcément la vision de futur de ce qui va arriver. Maintenant voilà, gros retest avec des US qui sont assez flat. Forcément, je crois que c'était la plus grosse liquidation ever qu'on a eue sur les cryptos. Après, forcément, c'est plus simple de faire des records en termes de montant de dollars quand on est sur des ATH en montant de dollars. Mais là où apparemment les chiffres étaient de 2 milliards de liquidation, on ne serait plus autour de 10 milliards. Donc quand même un truc, il y a quand même il y a quand même énormément de monde qui ont pété, quoi. Est-ce que à la fin, ça casse, on va dire, l'élan haussier? Pour moi, non. Non, absolument pas. Malheureusement, ça le casse pour certains alts. Pour moi, on va pas se mentir, certains alts qu'on regardera après euh, me donnent absolument pas envie de renforcer. Euh, la réalité, c'est qu'il y a presque que BTC qui a une réelle tronche qui vaut le coup d'être acheté. Peu d'alts valent vraiment le coup. Maintenant, il y a aussi un timing de dominance à parler. Mais pour revenir sur la totale, la dominance, on n'a rien cassé. On n'a rien cassé, on bouge énormément, on reteste les ATH. Parce qu'en fait, plus le temps passe, plus la dominance monte, plus le total est représenté par le BTC aussi. Donc c'est ça aussi à prendre en compte. C'est forcément, là, on n'est pas trop mal en termes de all-time high. Parce que le BTC n'est pas trop mal en USDT. Enfin en dollars. Ce qui fait que quand on regarde forcément le total 2, donc en retirant justement ce BTC là, en fait on voit qu'on a totalement échoué. Je peux en retirer parce que c'est aussi intéressant. On a complètement refusé le passage des altcoins, hein. On allait buter vers on n'est même pas titillé, mais on va dire presque les 1,5. Là où historiquement on est passé à chaque fois à travers de manière assez forte, quitte à pullback après, là on s'est complètement viandé avant, hein. Et forcément, on peut remercier la réalité de Trump qui a fait le joug des tarifs, mais la réalité ça veut juste dire que les book orders des différents alts
sont complètement vides. Il y a très peu de liquidité sur les alts. Donc il y a des mouvements de swing à la baisse extrêmement forts. Et dès qu'il y aura de la demande, inversement, ça remontera très fortement. Maintenant, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Soit effectivement, euh, on passe pas l'alt season ou je ne sais quelle connerie, on va dire que on passe pas les ATH. Et ben, on a fait la première grosse vague de baisse et on va sûrement crever autour des 500, 600 pour repartir derrière plus tard au prochain cycle. S'il y a un cycle, enfin là je parle en fait comme si c'était une action quoi. On a juste buté sur la résistance all-time high. Et je veux dire, ça peut choquer des gens, mais la réalité, c'est que potentiellement, on n'aura pas justement de all-time high sur le total 2. On va juste mourir, tendre vers justement les supports, hein, les 500 millions, 500 milliards, pour relancer derrière. C'est totalement une possibilité. Parce qu'il ne faut pas oublier que le total 2, plus le temps passe, plus la liquidité se fait diluer par la création des nouveaux coins. Je ne sais pas combien de millions de coins on a à l'heure actuelle, là où à l'époque, on n'en avait qu'une centaine de milliers, quoi. Donc forcément, ça répartit la liquidité de façon beaucoup plus large, ce qui fait qu'en concentrant tout, et c'est pas jojo. Euh, je répondrai après aux questions, hein, n'hésitez pas à écrire vos questions, j'y viendrai après. Euh, Maintenant, voilà, si on part du principe que le total 2 à bottom, j'ai aucun souci à voir qu'effectivement, en fait, pour moi, déjà, je vois mal, effectivement, qu'on fasse ça. Et derrière, les gens se sont dit, ah bah vas-y, on ravale tout et on relance. La réalité que non, pour moi, on a quand même break à niveau. Le volume a montré qu'on a breaké. Euh, Si j'avais un peu ces niveaux-là sur le total 3, on l'a complètement perforé. Et surtout, je crois que c'est assez marquant sur le Other. Euh, Donc le Other, j'avais un niveau justement ici, qu'on a complètement break, hein, puis on est venu retester. euh, on n'est même pas venu le retester. C'est pour ça qu'on était venu retester justement avec le rebond. Mais pour moi, il y a plus de chances qu'on vienne justement mourir ici, quitte à relancer derrière. C'est comme ça que je le vois. Je ne vois pas effectivement de lendemain, on se retrouve, on fait des plus 20% sur tous les alts. Malheureusement, pour moi, le timing de la dominance n'est toujours pas là. Parce que pour moi, BTC n'a toujours pas fait son top. Et forcément, pour bouger un BTC qui a plus de 100 millions, il faut de la liquidité. Et donc, il absorbe toute cette liquidité qui fait que 99,9% des coins en souffrent. Les seuls à résister réellement sont le XRP, qui résiste pas trop mal. Mais en soi, le XRP résiste pas trop mal parce que, en fait, historiquement, il est complètement écrasé, hein, depuis un moment, hein. Je veux dire, il n'y a que récemment qu'il s'est mis à performer. C'est déjà ça. Il me semble que le BNB, c'est pas trop mal. Et il y a forcément le Solana, il y a deux trois coins à droite à gauche qui, forcément, eux, performent très bien. Euh, mais moi, en fait, quand je vois les coins, donc quand je vois ETH, quand je vois AVAX, quand je vois, je sais pas, ENS, donc moi, des coins qui m'intéressent aussi, hein. Je sais pas d'autres coins que vous pourrez me donner. Je ne vois rien à acheter en fait. Pour moi, ETH, en fait, on avait ça. C'était très simple, hein, et c'est ce que j'ai acheté et que j'ai monté à transparence, hein, et Dieu merci, j'avais un stop. Quand j'ai buy à peu près ici vers les 2900, et j'ai buy le gros support qu'on avait ici, qui est vraiment bien visible en weekly. Euh, Mais en fait, on a clôturé à 2008 et là, on est en train de justement complètement glisser en dessous. Pour moi, j'avais, on va dire, l'espoir un peu risible de, voilà, on fait une épaule tête épaule. Le truc qui va catalyser, même si je déteste ce genre de forme chartiste, c'est le truc qui va catalyser ETH vers la hausse, hein. Tout le monde va dire, vas-y, il faut acheter, machin. Bon, ça va faire squeeze ou je ne sais quelle connerie. Mais en tout cas, ça fera montrer le prix de l'actif. Mais la réalité, c'est que même si la bougie est extrêmement marrante, hein, pour moi, le niveau a été cassé. On est juste venu le retester. Est-ce que d'ailleurs, on va pas accumuler pour péter? Oui. Mais pour moi, déjà là, il y avait extrêmement peu de chance. Je sais plus, je t'ai dit sur Discord ou autre. Pour moi, c'est limite, j'avais envie de prendre un short à 2900.
ou de dump mes autres tâches qui me gardaient. Parce que on a fait clairement le gros break et derrière le pullback sur la résistance, hein, directement dans la même journée. Euh, Sachant que ça a été vraiment violent parce qu'on a break le truc, on a fait moins 40% pour rebondir après derrière à la résistance à plus 40. Euh, j'ai envie de dire, heureusement que je dormais pendant le. Parce que ouais, c'était la nuit, je crois. C'est le marché chinois qui a dû s'amuser, hein. Parce que moi, je me suis réveillé, je fais bon, on est à 2006, ok, il s'est passé quoi? Là, je vois la bougie, je fais ah oui. Euh, Maintenant, voilà, je veux dire, pour moi, ça ne veut pas dire qu'on va aller reglisser, taper des 1006, etc. Le setup haussier reste haussier, quoi. On reste sur cette trendline qu'on a depuis un moment. Je n'ai pas les moyennes mobiles et autres, mais forcément, le niveau des 2200 était intéressant à acheter. Mais pour moi, on va juste faire un énième, la même chose qu'on avait fait ici, hein, typiquement. Ici, hein, on avait break et on a range. Et après, on a réaccéléré. Là, on a break, on va range et on va réaccélérer. Dans le meilleur des mondes. C'est pour moi le scénario haussier. Possible. Maintenant, si derrière vous me dites on fait ça direct, etc., il faudra un sacré catalyseur. Sachant qu'en plus, on a eu un catalyseur avec, avec le fils, quand même, Eric Trump, qui tweet sur Twitter. C'est quoi? C'est vous devriez acheter de l'ETH, vous me remercierez plus tard. Putain, on est quand même dans une sacrée simulation, hein. C'est n'importe quoi. La réalité, c'est que c'est n'importe quoi à trader et c'est n'importe quoi en termes de catalyseur. Donc, mais c'est c'est la nouvelle mode parce que bah, c'est l'administration Trump, Trump 2.0. Donc, on est parti pour swinger, hein. Pour toi, on n'a rien range. Bah, en fait, ça dépend. Ça dépend que si tu me dis que en H4, pour moi, typiquement, ici, pour moi, on avait un range. Pour moi, on avait un range ici. Euh, on avait un range ici. Donc, en fait, entre les 4100 et les 3100, qui en fait s'est transformé en range baissier. Et pour moi, en fait, le volume délivré des positions découplées et le niveau horizontal me pousse à me dire que même niveau psychologique, on a cassé, on a chopé tout le monde, tous les stop loss de tout le monde. Et derrière, en fait, soit on continue d'accélérer à la baisse, mais le problème c'est qu'on a déjà tout raclé. Donc pour moi, on va se stabiliser sur le niveau de 2007-2005, potentiellement aller taper les 2003 euh, et remonter après sur le niveau horizontal des 3000, quoi. Ou alors dans ces cas-là, tu te mets on est en daily et effectivement on a fait un niveau ici, un niveau ici, un niveau ici, on a tapé encore un niveau ici. Mais pour moi, dans tous les cas, voilà, on va devoir du coup range un petit moment où on est. Euh, mais après, c'est pour chipoter, mais dans tous les cas, à court terme, j'ai pas de setup qui me donne envie en H4. J'ai pas envie d'acheter en H4, quoi. Je veux dire, pour moi, tout a été fait. Pour moi, le mouvement, là, c'est un gros mouvement daily, weekly. Donc, il faut dézoomer. Et ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie, en tout cas, d'acheter directement après un tel mouvement pareil. Et comme je te le dis, hein, Avax, c'est pareil. Avax, euh, et ça veut pas dire que bah, c'est horrible et ça va continuer. Je veux dire juste qu'il n'y a pas le setup qui m'attire, qui me donne un risque rendement intéressant sur ces grosses time frames là pour passer des achats. Pour passer des achats. Euh, pour moi, on avait un gros niveau autour des 35 sur Avax. On tenait, on la reteste et d'ailleurs on a revomi. Donc là, on élargit le périmètre à se dire bah, potentiellement, hein, on va faire. C'est possible, hein, et je vous dis le futur, hein, et peut-être qu'on va faire un truc comme ça. C'est possible, mais pour moi, avec un tel mesh comme ça, pour moi, j'ai largement le temps de me positionner plus tard, quoi. Pour moi, le truc va pas faire comme ça, quoi, et repartir. Ça, en fait, même là pour le dessiner, je sais pas pour vous, hein, mais pour moi, ça n'aurait aucun sens en matière de, à moins effectivement catalyseur, mais ça, je traite pas les catalyseurs, quoi. En tout cas, je ne traite pas dans l'intérêt en mode, oh bah là, je sais on va avoir un catalyseur, donc ça va faire ça. Mais pour moi, les mouvements étaient extrêmement forts, ça secouait extrêmement fortement. Donc il n'y a pas à se jeter sur les actifs, en tout cas sur les alts.
Euh, BTC à la limite c'est autre chose parce que le stop est assez clair à mettre. Donc sous les 90. Mais à tous les coups, hein, on va range. On va range, hein, j'oublie, hein, on va range. Ça, et on va faire une mèche. On va sweeper toute la liquidité et on va clôturer en haut. Comme on l'a fait à l'époque ici, on avait un range, on faisait des giga clôtures là qui délivraient tout le volume et derrière on remonte. Et, euh, et voilà, j'attends justement ces mèches là. Pour moi, on l'a pas fait en tout cas pour renforcer mes positions parce que j'ai encore un peu de liquidité. Mais si ce que je renforcerai, ce sera sûrement BTC encore. Je veux dire, pour moi, j'arrête les alts. J'ai encore, du coup, le reste, c'est surtout de l'ETH c'est surtout de l'ETH et très peu d'Avax parce que Avax, du coup, j'en avais débouclé déjà il y a quelques jours. Dieu merci, j'en avais pas autant que j'avais quand ça gigadump. Euh, Pourquoi aussi? Parce que pour moi, pour parler d'Avax, Avax en weekly. Donc en weekly, euh, est-ce que ça vous rappelle pas une charte quoi? Malheureusement, est-ce que ça vous rappelle pas une charte ça? Bah ouais, Atom-like. Après tu me diras, tout le monde dit Atom-like, mais là, le réel, ceux qui étaient en 2020 savent ce que ça ressemble surtout. Il y a Atom et il y a le niveau au-dessus de Atom. Mince. Ça ressemble à un LTC quoi. Mince, pas la USD du coup. Ça ressemble à un truc comme ça quoi. Ça ressemble à une mort lente, avec des bumps un peu. Mais c'est la mort cérébrale du projet. Maintenant, est-ce que ça fera comme un atome? Parce que là, on n'a pas fait de all-time low, hein. On a quand même des all-time low du coup, qu'on a fait en janvier 2021. Mais pour moi, ce support-là était trop important. Je pouvais pas, parce que du coup, nous, on était rentrés. Avant, j'étais rentré là, j'avais TP un petit peu là, mais pas autant que j'aurais dû, hein. Historiquement, voilà, c'était une erreur. J'avais repayé sur ce niveau-là. Euh, Maintenant, je veux dire, pour moi, le stop était clair et on a clôturé la weekly. Je veux dire, il n'y a rien à faire. Je prends tout ce que j'avais renforcé et ce que je suis prêt du coup maintenant à perdre. Le reste en spéculatif, je augmenterai la position si on est capable de remonter rapidement, reclôturer une weekly au-dessus de ces niveaux-là. Et là, après, je saurais où mettre mon stop. Mais là, la réalité, c'est que tu achètes ici où tu mets ton stop. Et donc, effectivement, tu peux acheter en mode je crois au projet. Donc je ne mets pas de stop. Dans ces cas-là, ok. Mais dans ces cas-là, c'est de l'investissement, hein. C'est ce que fait Az ou autres personnes, comme les gens sur Atom ou autres, qui font de l'investissement. Mais le seul investissement que moi je pourrais faire, c'est BTC et SPX, quoi. C'est le seul où je suis prêt à pas me mettre de stop et à payer pendant les 20 prochaines années. Euh, la réalité, c'est que même ETH, après ETH, on n'a vraiment pas envie maintenant, mais il y a peut-être quelques mois, je t'aurais dit ETH aussi. Là, je suis moins chaud d'acheter ETH les yeux fermés et attendre 20 ans. La réalité, c'est que BTC reste le roi et il le montre. Euh, donc, il y a un vrai découplage, un vrai découplage entre les BTC et les alts, euh, que ce soit en matière de dominance ou que ce soit en matière de général. Euh, pour l'instant, le BTC est littéralement le roi euh, depuis le bottom. Et pour moi, il ne va pas s'arrêter. Donc pour moi, je vise assez les 120, 130 en target pour commencer à potentiellement parler de alt season, hein. Donc ça ferait une dominance. On en avait parlé, hein. Dominance, je me rappelle qu'on arrivait sur une de mes targets. On a fait quand même un gros mouvement. On avait fait un gros mouvement. Je vous avais parlé justement de ce niveau-là. Euh, je crois qu'on avait parlé de ce niveau-là de dominance qui était important. Ça a réagi un peu. D'ailleurs, je pensais que ça allait follow-up. Du coup, non, on a eu complètement la règle qui a poussé les dominances super hautes. Et la réalité, c'est que je suis beaucoup moins confiant qu'effectivement ce niveau fasse sens. La réalité, c'est qu'on a des plans, mais le marché, je veux dire,
il pousse à la réalité. Et la réalité, c'est qu'on peut très bien aller chercher effectivement les 70%. Et forcément, les 70% avec un BTC à 130 000, bah, ça ferait extrêmement mal aux alts. Par contre, inversement, si on a cette dominance, si on arrive à 70 et on a une chute de nouveau à 50, là, c'est pas un BTC qui était à 60 000 et qui va. C'est pas parce qu'à l'époque, c'était une dominance qui a fait de 70 à 44 avec un BTC à 60 000. Là, ce sera une dominance à 70 qui passe potentiellement à 50 avec un BTC à 130 000. Donc deux fois plus de liquidité sur le BTC. Maintenant, il y a la question. Effectivement, il y a beaucoup de flows qui viennent des ETF. Donc, c'est des flows qui ne peuvent pas vraiment aller sur les alts, à moins que ces alts-là ont effectivement un ETF aussi, ce qui va arriver. Mais effectivement, la saison sera encore plus grande, potentiellement pas autant débile, parce qu'il y a une répartition de la liquidité qui sera plus grande, parce qu'il y a un choix de coin beaucoup plus large, mais ce sera extrêmement débile s'il y en a une. Maintenant, je veux dire, je reste confiant à 80% qu'il y en a une, mais la réalité, c'est que je me prépare aussi à un 20% de chance de préférer stacker les BTC, parce que le BTC restera le maître incontesté pour les 4 prochaines années. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut être prêt aussi, hein. Je sais pas, hein, dites-moi un peu votre ressenti, mais là, pour moi, la réalité est là et les chiffres sont là. Donc on le voit bien, les alts sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop faibles par rapport à BTC. Et donc pourquoi la semaine prochaine, le BTC se dit, bah la dominance se dit, bah allez, c'est maintenant que je m'effondre, et c'est parti la fête. Pour moi, je veux dire, ça n'a pas de sens. L'alt season arrivera dans l'euphorie créée par BTC. Pour l'instant, le BTC, on est dans un range, quand même un range à 100K. euh, et tout le monde est mort un peu, hein, parce que bah, quand tu regardes crypto Twitter, bah, forcément, les gens sont à 90% sur des altcoins, des shitcoins. Donc c'est dépression land. Mais c'est aussi bah, l'effet d'avoir une dominance qui monte avec un BTC qui fait la fête, hein. Mais je me prépare effectivement avec un BTC qui continue de suck toute la liquidité. On se croirait presque en bear market. Bah oui, hein, quand tu regardes OR top 10, euh, quand tu regardes hors top 10, on a presque tapé. Bon, je ne sais pas, il y a le niveau de bear market, on était quand même à 202. Mais on était presque juste un x2 par rapport au plus bas du bear market à l'époque, hein. Donc, et quand tu regardes le Other Day en termes de dominance, pareil, je veux dire, on est plus bas qu'en 2023. Donc, on est plus bas en dominance par rapport au bear market. Je crois que c'est 2023 le bear market, ouais. Par rapport au 2020, le bear market 2023. Et la mort de FTX, là, je crois que c'est la mort de FTX ici. Il y a moyen. Mai 2023. Ah non, c'était plutôt quand même FTX, c'était en novembre. C'était par là. Maintenant, on peut encore y aller et aller taper potentiellement les 5%. Et dans ces cas-là, effectivement, j'aurais potentiellement plus ouvert à prendre mes BTC et acheter quelques alts. Mais pour moi, en tout cas à l'heure actuelle, il n'y a aucun setup qui me donne envie de FOMO les alts. Le momentum n'est absolument pas là. Voilà quoi. Je préfère acheter. Comme je vous dis, hein, je ne suis pas quelqu'un qui achète les bottoms en termes de. Surtout sur des actifs spéculatifs comme ça. Euh, dans des périodes aussi fortes comme ça, je n'achèterai clairement pas les bottoms. J'achèterai quand justement ils montreront un retour de force. Donc potentiellement, je n'achèterai pas quand un Other Day est à 8,6. Je l'achèterai potentiellement quand il est à 10 pour viser 16 et me barrer. Parce que le problème, c'est quand vous achetez 9, bah, du coup, vous ne mettez pas de stop, parce qu'en fait, il n'y a pas de stop à mettre. Et on se retrouve à 4% de dominant, donc votre alt, il est à moins 60, moins 70%. Et c'est là, après, effectivement, il fait un x3. Mais entre cette période-là et cette période-là, vous passez pas une bonne journée, quoi. Vous voyez le BTC, tout le monde qui fait la fête sur le yacht en face, sur le BTC, pendant que vous êtes avec votre rafio qui est en train de couler, quoi.
Donc, je ne sais pas si vous comprenez justement en tout cas ce mindset-là, mais justement, c'est pour moi essentiel justement dans les périodes aussi fortes où tu as forcément des prix extrêmement attractifs sur les actifs. Tu es en mode, waouh, ETH à 2007, c'est vraiment pas cher. Bon, ETH, encore, on va regarder ETH BTC, mais des AVAX 25, ouais, c'est pas cher, etc. Oui, c'est pas cher. Oui, j'y crois encore qu'il peut aller chercher des 120, etc. Mais même s'il veut aller chercher à 120, euh, tu me dis, t'achètes à 25, il va peut-être aller à 10, mais à partir de 10, il va à 120. Je ne suis pas sûr de vouloir faire le chemin entre 25 et 10, hein, je te le dis. Même si je sais qu'à la fin, il va à 120. Sur les altcoins comme ça, pour moi, je ne peux pas prendre le risque. C'est ma vision de la chose. Je ne peux pas me permettre en fait de hold des coins qui fassent moins 50 dans l'espoir, en tout cas pas avec une marge significative de mon portefeuille. Euh, donc oui, à l'heure actuelle, bon aussi parce que le BTC, ETH a chuté en termes de pondération dans le portefeuille, parce que par rapport à BTC, mais à l'heure actuelle, je dois être à 80% sur BTC. Donc je suis pas en mode ouais, je vais faire x4 sur ce bull run là. La réalité que non, parce que forcément avec 80 de BTC, tu fais pas, tu vises pas les x4. Tu vois même pas, je pense clairement pas qu'on fera un x2. Parce que par contre, effectivement, dans un monde où la dominance chute fortement et que je joins le bateau, on va dire, au milieu de la fête, j'ai un espoir justement de faire un multiple sur mes BTC. Mais avant ça, en fait, c'est très compliqué. Surtout que l'histoire va montrer qu'il y a toujours des pullbacks, bien sûr. Je veux dire, qu'importe, machin. Et puis les pullbacks sont monstrueux, hein. Je veux dire, là, on en a eu un déjà. Un. Là, j'ai déjà vu des threads sur ETH, BTC, c'est le bottom et tout. Alors oui, je peux pas dire que c'est sexy, mais même dans les périodes où c'était la dépression, ETH, BTC, c'était un plaisir si tu le ratais. T'avais des pullbacks tout le temps. T'avais des pullbacks tout le temps. Donc, même là, c'est effectivement, pour moi, ça me fait rêver, hein, ETH, hein, BTC à 0,24. Parce que même si, effectivement, c'était les plans, hein, je vous ai dit, hein, je touchais plus à ETH en termes de renfort et tout. Ils sont passés en dessous des 0,30. Donc maintenant, je rachèterai que quand ETH BTC repasse au-dessus de 0,30. Mais même s'il arrive très fortement à 0,40, puis il va le pullback. Et j'achèterai le pullback. Je veux dire, il y aura toujours des pullbacks. Et effectivement, parce que je suis un boomer, je me concentrais sur acheter des ETH et acheter un peu d'AVAX pour faire plaisir à Az. Mais pour moi, ETH aura son bull run, mais je vais y participer que quand je vois des vrais green flags. Je ne peux plus me permettre de participer. Je veux dire, depuis, malheureusement, je vous vends ETH comme le rêve à 0,45, mais c'est un fail. C'est un fail et je m'en excuse de ma part, mes plans étaient mauvais. Euh, la réalité, c'est que mes plans auraient déjà dû être un peu contrés quand on a eu la news de l'ETF ici et je vous l'ai dit, hein, qu'on est venu chasser en dessous de la news de l'ETF, c'est déjà très mauvais. Donc déjà, je ne cherchais pas trop à renforcer. Et on est allé à 0,30 0,32. Là, j'ai commencé à renforcer un peu. Et derrière, on s'est viandé. Et puis voilà, c'est pareil. Je prends mes pertes en versus BTC. Je retransmets mes ETH en BTC. Et on patiente, hein, c'est tout. Donc, donc voilà. Je sais pas, les autres alts. Je crois qu'il y a quelqu'un qui parlait de Link. Je vais vite fait. Link BTC, bah, vous voyez, hein, c'est des trucs où on est en train de crever peu à peu. Euh, c'est un pullback, c'est effectivement là au moins tu as un stop. Là, il n'y a pas beaucoup d'alt BTC où tu as un setup. Maintenant, est-ce que moi je l'achèterais? Bah, déjà, c'est plus sexy que ETH, ça me faut. ETH ou AVAX. Mais pour moi, je veux dire, je sais pas versus USD à quoi ça ressemble. Ouais, ouais, peut-être, ça ressemble à quelque chose. On est revenu peut-être à 14, etc. Ce sera intéressant. Je me le rajouterai sur ma liste. Mais en tout cas, en daily, je veux dire, il n'y a rien à acheter pour moi. Pour moi, on va revisiter ces mèches-là. Euh, Lentement, on va faire déprimer les gens et c'est là qu'il faudra acheter justement quoi. Prends un peu de Baba avec le compte Amundi. Baba, c'est vrai que Baba ça déroule bien, bah forcément DeepSeek, ouais. Attends, je regarde vite fait parce que je vais parler récemment. Ouais. Non, mais Baba, j'achèterais peut-être Baba pour renforcer un peu la Chine.
Et JD pour moi était un meilleur dossier à l'époque. Mais Baba redevient un très bon dossier parce qu'il a très mal performé ces dernières semaines, mois. Encore pire que JD. Donc ça redevenait limite meilleur. Mais ça, on reparlera après. Euh, Troller, autant qu'ils prennent du tank dans ces cas-là. Il y a quoi? Il y a vraiment un code qui s'appelle tank. Nice. Quelqu'un a créé un coin à mon nom. Peut-être, hein, tu sais, il y a une. Dans un futur. Mon chat qui fait des bêtises. Dans un futur proche, proche, peut-être pas aussi proche, mais peut-être dans 2035, il y aura un jeton tanker USDT que vous pourrez acheter. Quand j'aurai fini par vendre mes formations et vouloir récupérer de l'argent, hein, ce sera la façon de scam la communauté et de partir. Donc voilà un peu sur ces dossiers-là. Je sais pas quel autre code vous voulez parler. Pour moi, un code qui marche très bien en crypto, c'est aussi Robinhood, hein. Ça, Robinhood, clairement, celui, j'aurais dû en mettre plus, hein, comme d'hab. On regrette toujours après. J'ai fait un x4 sur ma première entrée presque. Mais mon overall position doit être à 20, ça va bientôt être un x3. Je sais même pas si Coinbase, Ouais, non, ça, c'est pas aussi bullish. Mais pour moi, Robinhood, bon, pour l'instant, j'évite de le shit parce qu'il commence à devenir très chiant en termes de prix. Mais pour moi, s'il y a un pullback parce que récession ou autre, ce sera clairement une des premières sociétés que je chercherai. Pour moi, les produits que la plateforme vend aux gens, c'est vraiment gamifier l'investissement avec du sport betting, etc. Et ça fait un max de fric. Ça, c'est clairement full innovation. Donc, c'est une boîte qui m'intéresse énormément. Je ferai justement sûrement un peu une grosse newsletter dessus. Déjà, j'ai fait ma grosse newsletter sur Uber, mais ça, je vous l'apprendrai plus tard. Mais c'est une sacrée boîte. Kering, je peux regarder après. Je sais pas si côté crypto plus, si vous avez des questions ou autres. Le VIX, on est ouf. Le VIX a complètement été bâché. Nvidia, je regarde un peu à droite à gauche, ce que j'ai pas vu. Ça a bien remonté Nvidia. C'est quand que ça publie Booking? Parce que dans Booking, c'est pareil, ça m'intéresse. Le 20 et eux, le 11. Alright. Tu penses pas que avec tous les achats de TH par l'équipe de Trump, c'est qu'il finira par avoir son heure? Alors c'est le problème, c'est que oui, sur le papier, t'es en mode bon, on a compris que ça va être full daily initié. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire que le marché pump en fait? Déjà, ETH, c'est pas une petite crypto qui peuvent être achetée par un simple tweet de X ou Y personne, hein. Ça reste quand même plusieurs centaines de milliards en termes de valorisation. Donc il faudrait un catalyseur extrêmement fort. Donc les ETF, on a vu, il y a eu des flots extrêmement intéressants, hein. Les gens commencent à racheter. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'effectivement le tweet de Eric a fait FOMO les ETF, ETH, parce que j'ai vu que les derniers jours, il y a eu des très très gros flots dessus. Maintenant, je vois pas en fait. S'ils créent effectivement la prochaine réserve stratégique américaine et qu'ils mettent des ETH dedans, ok, effectivement, là, tu me diras, c'est un catalyseur qui vaut le coup que le désinitié marche réellement. Donc pour moi, en fait, ils sont pas. Je veux dire, il n'y a pas un catalyseur qui fait que. Un vrai catalyseur qui pousserait ETH à complètement surexposer le BTC. Même le fonds souverain, pour moi, le fonds souverain, il y aura du BTC dedans en fait. Donc ça continuera de pousser le BTC vers la hausse et de rendre. Non, mais il ne mettra pas d'ETH dans le fonds souverain. Enfin, je veux dire.
Euh, Ça n'a pas. Déjà, qui met du BTC, ce serait un miracle. Euh, et puis, pareil, les fonds souverains, c'est qu'on n'en a pas parlé, mais c'est extrêmement bullish. Mais après, on ne sait pas encore comment trop ça va marcher. Ça, on en reparlera quand on aura un peu plus les détails. Mais s'ils les mettent en route assez rapidement, c'est une sacrée news. Notamment où ils vont financer où ils vont financer avec quoi ils financent le fonds souverain. Parce qu'il y a un fonds souverain norvégien qui est du coup le plus gros fonds souverain au monde, je crois, maintenant, vu qu'il gagne tellement d'argent sur les marchés. Mais parce que la Norvège a un excédent budgétaire monstrueux, quoi. Donc la Norvège gagne une masse d'argent, là où les US ont absolument pas d'excédent, hein. C'est à l'inverse, hein. Comme la France, par exemple. Euh, mais, euh, mais voilà, donc non, je n'ai pas pour moi, il n'y a pas de catalyseur où l'équipe de Trump peut faire exploser ETH, quoi. Hype. C'est pas la chaîne. Après, je peux me tromper, hein. Je veux dire, je serais content de me tromper, hein. Mais le problème, c'est que suivre ce que fait la Trump Team, je suis pas sûr que déjà ils soient très sûrs de ce qu'ils font. Enfin, bon là, ton truc, je peux pas faire grand-chose, hein. Je crois que c'est un DEX, c'est ça? Le problème des DEX, c'est pas, ça sert à rien les DEX d'avoir leur propre crypto. J'ai pas envie de dire comme ça. Hum, hum, hum. Ouais, je connais pas du tout. Bah après là, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, hein. Je veux dire, on fait un range, hein. Donc là, on a retourné à peu près du milieu de range. Je veux dire, il y a pas au niveau chartisme, il y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Ça baille en bas et ça va en haut, quoi. Euh, enfin, je veux dire, le stop est pas compliqué à mettre, même si là, effectivement, on commence à être assez loin de si tu mets un stop ici. Euh, mais, euh, mais oui, il y a pas grand chose à. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vrai que j'ai pas fait Atome, on pourra en reparler vite fait après. Euh, j'ai pas vu Atome, on a fait des ouf. Ouais, on allait raquer même. Non, on n'a pas fait de all-time low. Enfin, on n'a pas fait de all-time low, en tout cas local. Mais je veux dire, c'est comme toutes les autres, hein. Je veux dire, on a beau se moquer, c'est comme Avax. Bon, Avax n'est pas aussi faible, même, certes, mais même si tu les compares versus BTC, c'est same shit, quoi. Avax est là, hein. On a beau se marier, Avax est là, hein, pour l'instant. Donc on verra dans les prochaines semaines, mais quand tu regardes. Ah, il y a mon chèque qui va sortir. Tac. Avax, voilà, il a ça, il est en train de mettre, de faire des clôtures en dessous. Typiquement comme Atom l'a fait, quoi. Hum, hum. Voilà, voilà. Que dire à part que le BTC c'est le roi, malheureusement. Enfin, malheureusement et heureusement, parce que j'en ai 80%, mais c'est sûr que j'aurais bien aimé qu'il laisse un peu de place aux altes, un peu au moins des moments de respiration. Mais effectivement, c'est absolument pas le cas. On est clairement sur une dominance qui écrase, mais en même temps, je veux dire, comment ne pas être bullish sur le BTC, quoi? Je veux dire, entre les différents États aux États-Unis qui votent des réserves stratégiques BTC pour allouer une partie de leur financement sur le BTC, que les US, même en termes de. Parce qu'il y a les États, il y a aussi les US en termes de globalité, qui sont en train de voir pour faire des réserves stratégiques. On le voit que l'effet de réseau fait que les gens comprennent de plus en plus que le BTC est une vraie réserve de valeur. Ok, elle peut être extrêmement volatile, mais dans le temps, je veux dire, il n'y a aucun doute que
le BTC vaut au moins autant que le market cap de l'or. Et une market cap de l'or, bah, pour l'atteindre, il faut au moins un BTC à quoi 800K, je crois, un truc comme ça. Euh, alors dans ces compagnies, voilà, 7. Il faut un x10, voilà, il faut un x10 pour atteindre le market cap de l'or. Donc un BTC 1 million pour atteindre. Alors oui, c'est que un x10. Malheureusement, bah, c'est un x 80 par rapport à ceux qui l'ont acheté pendant le bear market. Et ce sera sûrement un x 30 quand on aura un prochain bear market pour acheter, etc. Mais la réalité, c'est que les gens devraient euh, se focaliser sur non pas acheter le plus de shitcoin pour faire le plus d'argent en dollars, mais comment ils peuvent faire pour stacker le plus possible de BTC. Pour moi, ça a toujours été ma philosophie. Et pour l'instant, pour stacker le plus de BTC, bah, c'est de garder du BTC. Pour moi, il n'y a pas de rotation pour l'instant à avoir. J'ai quand même un petit peu sur le côté d'alt, parce que je peux pas limite me résoudre à vendre mes alts. Je suis comme vous, hein. Ça me fait chier de vendre des alts, des ETH à 2005, etc. Néanmoins, je le fais quand même en partie. Mais je garde le plus gros en BTC et dans l'espoir justement de pouvoir avec les alts démultiplier mes BTC. Euh, voilà. Que dire? Il y a d'autres questions ou autres? Euh, donc voilà, vous avez vu un peu les niveaux que je regardais. Euh, Totalement, j'aime bien. Il y a moyen pour moi, il y a moyen de clairement aller refile la mèche et de repartir. C'est un peu le scénario que je me donne. À voir. Je suis exposé au marché indien. Alors oui, ça fait un petit moment que je suis exposé au marché indien. Je dois être flat maintenant parce qu'il a pas mal pullback. Euh, Maintenant, quand tu regardes India, c'est forcément en USDT. Le Sensex, du coup, il a pullback légèrement, je crois. Ouais, il a un petit pullback de 10%. Euh, mais pour moi, ça reste quelque chose où, comme marché émergent, j'ai envie de m'exposer. Chine, Inde, pour moi, ça fait sens. Euh, et en plus, on revient en tout cas sur l'USDT sur un niveau, on va dire, assez parlant. Là où en plus, je m'attends et je sais que Trump a envie d'avoir un dollar qui sera un dollar qui devient plus faible, ce qui augmenterait le prix en dollars des actifs. Donc INDA dollar, INDA USD. Si l'USD chute, ça remontera effectivement ce côté-là. Donc c'est clairement une économie où je suis assez bullish avec. Maintenant, on va pas se mentir, pour l'instant, c'est absolument pas développé et c'est le bordel. Mais dans 5, 10, 15 ans, ça commencera potentiellement à avoir de la gueule, en espérant. Maintenant, ça reste un marché émergent. Les Américains vont peut-être tout faire pour que, le pays s'effondre. C'est un peu leur spécialité. Donc c'est pour ça que je garde quand même le plus gros du côté US. Mais voilà. On pourrait faire du stock picking sur les actions indiennes, mais je ne suis pas encore allé à ce niveau-là de Deep Hall. Euh, Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que vous avez des questions?